Bonjour Victoria. Salut Thierry. Mais où est-ce que tu es? Mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui là? Oui, et tu as vu, en plus, il faut faire ça à l'aveugle, puisqu'effectivement, faute de bande passante, eh bien, on fait de la réalisation à l'aveugle. Et puis surtout, on n'a pas commencé à 15 heures, on a commencé par de la pub mensongère avec le panneau qui vous dit, voilà, live à 15 heures. Et puis il est 15h33 passé. Je- J'ai mis un message là, sur Facebook, hein, donc Voilà, excusez-moi, mais voilà, ça peut c'est- arriver. c'est les joies du live, c'est les joies du direct. Et en l'occurrence, pour répondre à ta question, je suis dans une très belle région de Suisse, le Jura. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens fort sympathiques. Ça a été difficile de les quitter. Et donc, voilà, mea culpa, mille excuses, effectivement. On va pouvoir attaquer ce live et surtout accueillir notre invité qui attend patiemment depuis plus de 33 minutes dans notre newsroom. De qui il s'agit, Victoria? Alors aujourd'hui, on a le plaisir, excuse-nous, hein, d'accueillir Damien Fournier, qui est le fondateur et le directeur de Deus Ex Digital. Bonjour Damien. Bonjour Victoria. Comment Bonjour vas-tu? Thierry. Voilà. Salut Damien, bienvenue à bord. C'est notre premier retard en 67 épisodes, donc ça va. Donc on avait le droit, hein. Voilà, c'est fait. Donc, Deus Ex Digital, c'est très intéressant pour nous et on va voir pourquoi on t'a invité. C'est un cabinet de conseil de transformation et d'accélération digitale. Alors, avant de parler de l'accélération, on va déjà parler de la transformation. Donc, ce Covid, on a beaucoup évoqué le fait que ça a été un accélérateur, disons, alors, je ne veux pas tout de suite parler d'accélération, mais je veux dire, ça a été un, un bon prétexte pour, disons, entamer et, disons, aller un petit peu plus loin dans la transformation digitale, disons, l'acceptation de nouveaux outils. Alors ça, tu l'as vu avec tes clients. Oui, ça fonctionne, soit par la digitalisation, soit par l'innovation également. Et c'est vrai que s'il peut y avoir encore des barrières et des craintes par rapport à aller sur certaines techniques et outils, le confinement a forcé les entreprises à aller massivement dans cette voie-là. Et ça devient même maintenant de plus en plus dans les roadmaps des enjeux, des priorités stratégiques pour l'ensemble des entreprises. Alors, Mais si elles je... avaient déjà le cap avant le confinement quand même. Alors Thierry, est-ce qu'on nous entend? Parce Alors, que j'ai un petit doute là. voilà, j'entends pas super bien notre ami Damien. Alors, je ne sais pas si tu as un micro-casque, le temps qu'on puisse, comme ça, de capter ton son. En l'occurrence, effectivement, c'est les joies de Skype, de temps en temps, à vouloir éviter de balancer du bruit. Des fois, il coupe un peu trop le micro, donc on n'hésitera pas à te relancer sur certaines questions si effectivement on t'entend pas bien. Mais en substance, on parlait effectivement de quelque chose qui a déjà été enclenché. Est-ce que c'est bien ça la synthèse de tes propos, ou alors on te donne la parole à nouveau, ça sera l'occasion de reformuler la réponse. Merci Damien. Ah, il n'y a plus de son du tout. Ah, Thierry, je crois que ça va être compliqué, hein. On fera sans les écouteurs. Ce sont les joies de Skype, hein. C'est toujours un peu compliqué, vous le savez, quand on utilise Skype, on peut choisir la source sonore qu'on veut. Voilà, a priori j'entends quelque chose, j'entends du bruit. Damien, c'est à toi. On t'entend. Là, normalement, ça devrait aller. Voilà, là, c'est parfait. Excuse-nous, hein, vraiment, c'est un désastre, ce début-là. Bon, alors, reprenons par le début. Donc, parle-nous de la transformation. Voilà. Donc, en gros, globalement, les entreprises, elles avaient déjà identifié qu'il fallait qu'elles se transforment et qu'elles se digitalisent. Ça fait déjà depuis quelques années. C'est vrai que l'avènement du confinement, enfin, des Covid et du confinement que ça a généré, fait qu'ils ont dû prendre des décisions et aller un peu plus vite en levant quelques barrières, notamment autour du tout ce qui est notion collaborative. Je parle notamment de Teams ou de Zoom. Donc c'est vrai que ça, c'est un pan de la digitalisation finalement, c'est d'apporter des outils collaboratifs à distance. C'est pas durant le Covid qu'ils se sont aperçus finalement ils devaient se lancer dans l'e-commerce, même si je pense que certains ont vu qu'il y avait des belles opportunités et qu'il y aura sûrement un post-Covid avec des tendances et des demandes qui sont relativement digitales
orienté maintenant. Toi, par rapport à ton parcours, toi, tu as été dans une agence web, digitale, tu as aussi été dans une agence de communication globale 360. Donc, et là, tu as décidé de partir dans l'indépendance et vraiment de proposer tes services parce que justement, tu pressens, c'est ce que tu me disais, qu'on arrive dans cette nouvelle phase de l'accélération aujourd'hui, qui est quelque chose, c'est plus l'adaptation et l'adoption de nouveaux outils, mais vraiment, disons, la préparation de nouveaux business models et la réflexion de comment est-ce qu'on va aujourd'hui créer de nouvelles propositions pour ses clients. Oui, moi, c'est pour ça que je suis moins à l'aise avec le mot transformation, parce que je pense que la transformation est déjà en cours depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que j'aime bien aborder la notion d'accélération, c'est comment aller plus vite, plus loin, et surtout comment modifier ses sources de revenus et aller chercher des nouveaux modèles d'affaires sur le digital. Et c'est là où on parle de disruption et d'innovation, mais c'est aussi des termes qui sont relativement galvaudés. Donc, c'est plutôt l'accélération d'un métier, d'un savoir-faire existant pour le traduire soit par des nouvelles activités, soit par une activité exclusivement digitale. Et c'était l'idée derrière la création de ce cabinet conseil, c'était fort de 15 ans d'agence à avoir des projets de plus en plus technologiques, de plus en plus sophistiqués. Donc, fier de ce constat-là. Je ne suis pas du tout d'ailleurs d'accord quand on dit qu'en Suisse, il y a un retard sur le digital. Moi, j'ai une photo différente de ça. Mais maintenant, il y a des besoins qui s'imposent, qui sont différents. C'est dans cette recherche de nouveaux modèles d'affaires pour éviter la disruption. Et c'est vrai que cette disruption, on a toujours expliqué que c'était quelque chose qui était dédié aux startups. Elles arrivaient et elles disruptaient un modèle d'affaires existant. Moi, je suis convaincu que les PME moyennes, même les petites, voire les plus grandes, elles ont des assets magnifiques pour pouvoir, elles aussi, se disrupter elles-mêmes, ou en tout cas éviter la disruption en abordant des nouveaux projets digitaux. Et donc, c'est l'objectif de Deus, c'est d'accompagner ces entreprises à aller vers cette accélération. Alors justement, tu parles d'accélération. Nous, ça nous plaît pour arrêter d'utiliser ce fameux terme de transformation. Une question très très basique, très terre à terre. Comment on approche justement des clients à qui on doit passer ce message de cette transformation? Tu dis avoir un regard différent sur la numérisation de notre pays. Il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Mais comment on s'adresse à ceux et celles qui peuvent, par exemple, faire appel à tes services? Comment on les trouve? Comment on les adresse, ces gens? Alors, commercialement, déjà, non, mais blagues à part, ça fait 15 ans que moi je suis sur le marché, donc ces entreprises-là, je les connais, soit par mes aventures passées, soit par mon réseau. Donc, il y a forcément une affection par rapport à ce que je peux proposer, une légitimité par rapport. Mais hormis la démarche commerciale ou la démarche du réseau, c'est surtout de la part des entreprises qui ont maintenant, qui sont conscientes que finalement, travailler comme elles le font, à savoir essayer de définir des projets digitaux, les confier à des prestataires externes, des agences ou des sociétés de services, autant soient-ils performants et qualitatifs, elles n'ont pas forcément le sentiment d'avoir le bon retour sur investissement. Et souvent, c'est pas lié à la qualité de la prestation, mais c'est souvent lié au fait qu'elles ont de la peine à définir quels sont leurs propres enjeux dans le numérique, quels sont leurs propres besoins. Et ça passe par un état des lieux de l'existant, ça passe par une analyse assez fine des modèles d'affaires pour pouvoir après mener une nouvelle organisation qui est plus propice à aller générer, à aller chercher de l'innovation en interne. Donc, elles ont déjà fait ce constat-là. Il y a une maturité, clairement, dans cet aspect-là. La Suisse, elle a un côté très pragmatique. Donc, forcément, quand on parle de retard sur la digitalisation, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai à mettre en face de ma taille de marché. La taille de marché de la Suisse, c'est pas le même que dans le reste des grands pays européens, comme l'Allemagne ou la France, vers laquelle on a toujours tendance à se comparer. Mais quand on touche 7 à 3 millions de consommateurs potentiels, on ne va pas mettre le même dispositif que quand on a 80 ou 60 millions de consommateurs potentiels. C'est pour ça que je pense vraiment pas qu'il y ait de retard. Je pense qu'il y a juste un écosystème en phase avec les attentes des consommateurs qui pourrait bien sûr s'enrichir, mais pour ça, il faut des moyens et pour ça, il faut dégager de nouvelles lignes et des nouveaux revenus.
Ça, c'est le premier point. Après, je pense aussi que les entreprises, pour beaucoup, et pour certaines moins, mais elles ont subi consécutivement, on peut dire à dire ce mot, pas mal de pression. Hein, l'euro qui s'effondre ou qui monte, ça dépend de quel point de vue on se place. Maintenant, le confinement, enfin voilà, il y a quand même un marché qui est sous pression. Et c'est quand on est sous pression qu'on innove. C'est dommage parce que des fois c'est un peu tard, mais je pense que c'est jamais trop tard pour innover. Donc je pense que la manière d'anticiper ce qui risque d'arriver demain, suite au confinement, suite à une évolution du marché européen, fait que les entreprises elles sont beaucoup plus alertes par rapport à ce qu'elles doivent faire maintenant pour pouvoir résister. Mais quand tu parles d'innovation, c'est intéressant parce qu'on pense tout de suite à recherche et développement, par exemple. Alors, on se dit peut-être que dans certaines PME, il y a les ressources, peut-être pas. Alors, comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on est une petite structure, inclure et générer de l'innovation? Il faut faire venir des gens de l'externe, il faut mieux former les gens de l'interne pour leur permettre d'être ces moteurs de l'innovation. Qu'est-ce que tu leur proposes? C'est souvent un panache. Déjà, c'est déjà identifier les talents qui existent en interne et on n'est pas obligé d'avoir des talents dans le digital pour innover et trouver un produit digital. C'est plutôt l'idée qui compte et son bon sens d'un point de vue analytique et commercial. Donc, souvent, ils ont déjà des compétences en interne. Ensuite, il y a aussi une notion pour pouvoir les développer, ces compétences, et les transformer pour qu'elles deviennent des compétences un peu plus digitales. On parle d'acculturation. Donc, on va identifier les personnes, qui ont des bonnes idées, qui sont propices et qui ont une tendance à aller sur le digital. Ensuite, il y a des méthodes. On parle de plus en plus de design service. Moi, j'aime bien appeler ça les phases d'idéation. Donc, c'est de mener en gros, comme on faisait à l'époque, et qu'on appelait ça des séances de brainstorming, mais là, c'est des séances qui sont un peu plus orientées métier et business, où on va essayer d'identifier des secteurs, des objectifs stratégiques, des axes stratégiques et des réponses produits par rapport à ces axes stratégiques en faisant des hypothèses. Et finalement, maintenant, avec le nombre de plateformes, on appelle ça des plateformes no-code, on est capable de très vite mettre en place un POC ou un prototype pour pouvoir tester si son client ou son prospect a de l'appétence par rapport à ce nouveau service, sans devoir coder systématiquement et d'avoir des dizaines de milliers de francs à sortir pour tester. Donc, dans la réponse, il y a en effet en interne, il y a un savoir-faire qui est souvent important. Il y a des consultants ou des entreprises de conseil ou même des entreprises digitales qui pilotent des sessions d'idéation. Et enfin, on peut très vite après s'exposer sur le marché avec du prototypage. Donc, ce qui fait que finalement, un projet d'innovation ne nécessite pas des 100 et des 1000. On peut le faire de manière très modique en quelques jours avec un bon pilotage. Et puis, si le projet prend un peu plus de caractère, là, on va commencer à vouloir industrialiser la plateforme. Est-ce que ça a une incidence sur le management? Parce que là, on voit bien qu'on introduit de l'extérieur, on demande à l'interne de penser d'une autre manière. Est-ce qu'on peut rester dans des structures très top-down lorsqu'on arrive dans ce type de phase? Alors, en fait, moi, c'est mon hypothèse de travail systématique quand j'aborde un nouveau mandat, c'est l'intégration d'une agence. C'est finalement, par définition, une agence de service, elle est confrontée à la recherche perpétuelle d'innovation, ou en tout cas par le pitching, par la diversification de ses clients. Elle a de base une méthode et une organisation extrêmement agile, extrêmement orientée sur l'innovation. En tout cas, une agence sort systématiquement de sa zone de confort. Donc finalement, c'est de partir de ce constat-là et de se dire, finalement, si ça fonctionne à l'extérieur, ça peut fonctionner à l'intérieur. Ce n'est pas parce que dans une entreprise qui a énormément de processus, on a l'impression que tout est inertique, qu'on n'a pas la capacité de bâtir un centre de service ou une agence intégrée avec au début peut-être peu de ressources, des agences en support et des freelances en support, mais d'essayer d'identifier une nouvelle organisation qui épouse une agence intégrée. Et une agence intégrée avec, pourquoi pas un directeur de création, pourquoi pas un CTO, pourquoi pas un chef de la stratégie, pourquoi pas du planning stratégique, pourquoi pas des concepteurs-rédacteurs, vraiment avec une panoplie de talents qui viennent du monde de l'agence, mais qui s'internalisent au sein des PME. Et pourquoi
dans une dynamique d'agence aussi pour pas faire fuir ces talents qui sont habitués aussi à une certaine souplesse, une certaine agilité et qui, normalement, s'ils ont fait la carrière d'une agence, aiment aussi un peu les challenges et la pression. Et donc, c'est là où on contourne pas vraiment, mais c'est là où finalement l'organisation existante, qu'elle soit pyramidale, comme top-down, comme tu l'expliques, elle compte moins parce que finalement, ça devient une unité à part entière qui réfère soit à la direction générale, soit à un comité exécutif, ça dépend où est-ce qu'on veut le positionner, et qui a un budget, des enjeux, une roadmap à remplir, elle doit défendre ses idées, les pitcher en interne, et elle doit délivrer des solutions en fonction des moyens qu'on lui a accordés. Et ça commence à faire ses preuves, clairement. Donc, une des difficultés pour l'entreprise, c'est de choisir le bon prestataire. Et c'est là où toi, tu interviens un peu dans ce panachage pour donner disons, trouver les teams, les bonnes personnes pour faire matcher cette agence intégrée dans l'entreprise. Oui, ça pourrait être affilié à de l'intermédiation, mais c'est un peu plus que ça. En effet, moi j'appelle ça de l'aide à la décision et de l'aide aussi au recrutement de talents, puisque finalement, on l'a vu, et j'en étais un des acteurs, donc j'en suis d'autant plus conscient, que les agences sur notre marché, pour pouvoir résister, pour pouvoir continuer à avoir une part de voix et une part de marché suffisamment importante pour pouvoir maintenir ses collaborateurs, elle a dû se diversifier, peut-être un peu trop, a commencé à faire beaucoup d'autres métiers qui n'étaient pas forcément dans l'ADN, et ça a flouté le positionnement de ces agences. Moi, sans aucun secret, l'un des derniers pitchs à lesquels j'ai participé en étant chez Havas, j'avais un client que j'aime beaucoup, mais qui a mis en face de moi une autre agence de com et puis une boîte de prod vidéo. Parce que finalement, à la fin, il voulait un spot publicitaire. Donc finalement, mais c'est pas la faute du client. C'était légitime de penser ça, puisque finalement, on sort une vidéo et puis les boîtes de prod se sont équipées en concepteurs, rédacteurs et en talent créatif. Mais ça démontre juste qu'on ne sait plus vers qui se tourner quand on doit choisir un partenaire. On n'est plus sûr de payer le bon prix. Et puis, il y a le dumping européen aussi. Donc, finalement, on se dit, mais pourquoi j'irai forcément systématiquement en Suisse alors qu'il y a des agences en Belgique ou en France qui ont des rate cards, enfin, des taux journaliers extrêmement agressifs. Donc, finalement, ça devient compliqué pour les agences de se positionner, mais encore plus pour le client de bien identifier son partenaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, elles ne savent pas forcément au début, c'est que ce client, quoi demander au partenaire. Naïvement, elle va penser, peut-être à tort ou souvent à raison, je ne sais pas, mais que l'agence va trouver la solution. Mais ce n'est pas à l'agence de définir le briefing, ce n'est pas à l'agence de définir le modèle d'affaires, de redéfinir un modèle d'affaires. Bien sûr qu'elle peut, parce qu'elle a les talents pour ça, et bien driver, on peut y arriver. Mais c'est beaucoup plus sain quand on est au sein d'une entreprise de savoir exactement quelle est la stratégie et la vision qu'on veut porter, sur quel secteur et quelle typologie de service on veut se digitaliser ou on veut se transformer, pour pouvoir après poser un brief, pour pouvoir après juger des retours sur brief de manière consistante. Donc ça, c'est le premier point. Et finalement aussi, comment recruter des talents, parce que c'est la question qu'on pose le plus souvent finalement. Parce que le partenaire, on le trouvera, bon ou mauvais, c'est égal, au pire, on changera. Mais un talent, c'est un recrutement. Tout le monde s'investit dans une entreprise. Il y a peu d'entreprises qui recrutent sans se soucier de si c'est le bon collaborateur. Non pas seulement pour gérer après le licenciement, mais parce que c'est humainement complexe de licencier. Et puis c'est complexe pour tout le monde de se tromper. Donc le point principal, c'est mais est-ce que je vais trouver des talents pour pouvoir peupler mon agence intégrée ou en tout cas me faire grandir dans l'accélération digitale. Et il y a des talents en Suisse. Penser qu'il y en a qu'à l'étranger, alors ça veut dire que les gens qui sont en Suisse pensent qu'ils ne sont pas eux-mêmes des talents, puisqu'ils pensent que tous les autres talents sont ailleurs. Donc, non, il y a des talents en Suisse. Vous voyez venir. Non, mais globalement, il y a des viviers, il y a des agences, il y a des écoles. Certes, parfois, sur certains profils très spécifiques, on doit importer, c'est sûr, mais on voit que ce qu'on importait il y a 10 ans, on le trouve maintenant en local. Et on continue peut-être à importer d'autres typologies de talents qui se retrouveront aussi en local dans 10 ans. C'est un cycle, même dans 5 ans, puisqu'on parle d'accélération. Oui, il y a des talents en Suisse romande. C'est bien pour ça que les prix du meilleur d'eux existent, pour les montrer et pour les rendre visibles. C'est l'occasion de vous rappeler que le meilleur de la pub, c'est jusqu'au 7 août pour inscrire vos projets, vos plus belles réalisations pour participer à cette 5e édition du meilleur de la pub. Une question très, très naïve. Comment est perçu, comment reçoivent
tes clients cette façon de faire? Est-ce qu'elle s'adresse à tout type de compte? Et puis, une double question dans la question, est-ce que cette crise a accéléré cette façon de faire, a rendu ça beaucoup plus acceptable? Parce qu'on sait que c'est toujours pas évident hein, d'être un pourvoyeur de solutions qui lui-même fait appel à d'autres prestataires. J'ai l'impression que le marché suisse a eu de la peine ou a pris du temps à accéder à ce mode de fonctionnement. Est-ce que tu as vu des changements? En fait, c'est pas un pourvoyeur de solutions, c'est d'internaliser certaines fonctions pour pouvoir, y compris pourquoi pas des développeurs, hein, accessoirement, mais c'est d'internaliser des fonctions qui sont relativement liées à un plan directeur et une roadmap digitale. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Non, en fait, je ne sais pas si le post-Covid, il y a eu une appétence différente sur mon discours avant le Covid, mais globalement, ça commence toujours en douceur. C'est un état des lieux, un regard externe, neutre, apolitique. Finalement, j'ai rien à gagner à identifier telle ou telle chose. C'est pas, donc du coup, c'est un regard neutre sur l'idée de modifier une organisation pour porter une agence. Et mon regard est d'autant plus neutre que j'ai fait 15 ans d'agence, donc je suis censé savoir de quoi je parle. Donc c'est pour ça que c'est mon hypothèse de travail principale, c'est de se dire, ok, faisons déjà un état des lieux, et ça se trouve, tout va bien, et puis définissons ensemble, c'est quoi vos objectifs stratégiques, c'est quoi votre ambition derrière cette dynamique de transformation, d'innovation et d'accélération. Et une fois qu'on a fait l'état des lieux, donc ça passe par des interviews des collaborateurs à tous les niveaux, hein, conseil d'administration, direction générale, comité exécutif, collaborateurs, c'est important. Et d'ailleurs, on a énormément de substance à interviewer, y compris les N-4, c'est affreux comme terme, mais et donc c'est vraiment un état des lieux synthétique et précis, documenté et analytique, parce qu'après il y a des verbatims qui en sont extraits, des notions, des tags, et puis après on arrive à identifier une hypothèse, une vraie hypothèse, dire voilà, là il y a un socle, il y a un défaut sur l'organisation, on parle de silos, on parle de montée en compétences, d'acculturation, donc ça c'est des mots-clés qui arrivent souvent. Et là, autour de cette hypothèse de travail, c'est OK, quel roadmap digital il vous faut, quelle typologie de projet il vous faut, les grands chantiers pour porter cette transformation et cette accélération, et quelle est l'organisation adéquate pour pouvoir non seulement l'amorcer, mais la faire vivre dans le temps. Parce que dépendre d'un tiers, dépendre d'une agence, y compris dépendre d'un consultant, c'est un danger pour les entreprises, puisque ce n'est pas un asset. La constitution d'une roadmap digitale en 2020, c'est un asset pour l'entreprise. Donc, elle doit être infusée et construite à l'intérieur. Et bien sûr, il doit y avoir des personnes pour au début, faire des points aussi de temps en temps, parce que tout va bien, mais ça s'arrête là. Et ça va bien, parce que finalement, on n'est pas en train de leur dire laissez tomber votre entreprise, ou en tout cas une grosse part de votre organisation, et confiez-nous tout le mandat. Parce que c'est la discussion des agences intégrées, hein, c'est le discours des agences intégrées, c'est dire non, nous on sait, on a le stock, donc confiez-nous tout. Et ça a été le discours pendant des décennies, hein, que ce soit avant le digital également. Et là, maintenant, le discours, c'est non, vous devez grandir, vous, parce que c'est votre asset, c'est votre patrimoine, au sens de l'asset. Et par contre, on va vous aider, et je vais vous aider à internaliser ça correctement. Est-ce que créative, disons, de réflexion, elle n'est pas plus riche si on sort les gens de l'entreprise, on les met à l'extérieur, plutôt que de le faire à l'interne. Parce que tu as souvent t'as les deux options. Hein. Et je me demande si le fait de sortir de l'entreprise, ça te donne une liberté différente. C'est-à-dire les gens prennent moins les habitudes. Bon, alors maintenant, évidemment, avec le Covid et puis le télétravail, les choses ont peut-être changé, mais disons de brasser un peu les cartes pour que, si tu veux, on ne retombe pas toujours dans les mêmes... dans la même hiérarchie qui fait que très souvent, les gens qui sont le plus proches du faire sont ceux qui ont plein d'idées, mais comme ils sont tout en bas de la hiérarchie, ils ont beaucoup de mal à faire monter des idées. En fait, ça dépend, il y a deux points de vue. Il y a rebattre les cartes en interne, ça peut fonctionner aussi si le top management, voire au-dessus le conseil d'administration, est moteur dans la démarche. Si c'est l'initiative qui est trop basse dans la chaîne de valeur, du coup, il peut arriver à ce genre d'aberration. Maintenant, sortir un projet en dehors
de l'organisation d'entreprise. On appelle ça une spin-off. Donc, ça peut être sur un produit en tant que tel parce que l'entreprise a designé un nouveau produit et elle est convaincue que c'est peut-être demain son cœur de métier qui va se muter vers ce nouveau produit. Et donc, en effet, si c'est une spin-off, on peut imaginer de la placer au parc de l'EPFL pour que les talents soient avec leur père. Maintenant, le fait de faire une spin-off d'une organisation, c'est un deuxième enjeu, c'est que ça crée des silos. Et là, le silo, il est massif. Si on parle d'une organisation qui est complètement décorrélée de la vie d'entreprise, alors dans ces cas-là, on ne va pas acculturer et on ne va pas accélérer l'entreprise en tant que telle. Donc c'est pour ça que ça dépend du projet. Si c'est un pur projet d'innovation qui a pour but de vivre de lui-même avec sa propre ligne budgétaire, son propre PNL, alors dans ces cas-là, OK. Mais l'idée de le faire en interne, c'est aussi un accélérateur pour éviter les silos et faire grandir tout le monde. Et ça contamine tout le monde. Ça contamine tout le monde. Ça contamine positivement tout le monde, en effet. Ouais, c'est important, mais c'est important parce que c'est vrai, on l'a vu, hein, des fois, l'externalisation permet de sauver un projet parce disons, il ne va pas être noyé par les autres, l'activité de l'entreprise, mais en même temps, ça donne un signal un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'on sort certaines personnes, les meilleures, qui ont le droit de travailler sur certains projets, et après, eux n'arrivent plus à revenir dans l'entreprise parce qu'ils travaillent différemment. Et donc, ça crée une entreprise qui fonctionne sur deux logiques. Ouais, c'est terrible hein, pour ceux qui restent. Enfin, et puis, c'est injuste parce que finalement, ce n'est pas forcément ce projet-là qui va sauver l'entreprise ou qui va être un vrai modèle de succès. Donc le spin-off de structure, il doit être fait en âme et conscience parce qu'il y a une volonté business derrière qui est spécifique. Aussi, des fois, tout simplement, pour ne pas se cannibaliser ses propres clients. Admettons qu'une entreprise a un modèle d'affaires très spécifique et qu'elle décide de lancer un produit avec un modèle d'affaires très agressif, forcément, elle va peut-être créer une marque spécifique et puis faussement tenter de faire croire que c'est une entité séparée. Par contre, si c'est pour faire transformer l'entreprise, et ça c'est bien mon propos, je soutiens l'idée qu'elle doit être portée par les collaborateurs et par le management et par la direction générale. Et ça évite aussi de se dire, OK, je démissionne de mon équipe actuelle pour pouvoir investir dans quelque chose qui me semble meilleur. Mais c'est compliqué. Hein. On peut faire plein de parallèles dans cette mécanique. Hein. C'est comme si on quitte son conjoint de longue date pour aller vers un nouveau conjoint qui a l'air tellement mieux, puis finalement, on se trompe. Donc, c'est pour ça. Je pense que la loyauté, elle se crée des deux côtés, clairement. Est-ce qu'on peut dire que là, on va arriver vers la fin parce que là, comme on n'est plus sur la même heure, on ne sait plus du tout quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Je suis le maître du temps. Il nous reste encore 2 petites minutes. Alors, laisse-moi poser la dernière question. Vas-y. J'y tiens. Est-ce que jusqu'à présent, les entreprises, si tu veux, elles ont innové en rachetant souvent l'innovation à l'extérieur? Est-ce que le fait qu'on arrive quand même dans une période où la crise économique va faire et on voit bien le manque de liquidité des entreprises, cette économie à flux tendu dans laquelle nous vivons et qui est tout d'un coup apparue de manière très claire, fait que finalement les entreprises se sauveront elles-mêmes par leur propre force. Et donc, ce travail que tu es en train de mener, finalement, toutes les entreprises vont devoir le faire. Alors moi, je suis convaincu que toutes les entreprises devront le faire, évidemment. Mais non, mais tu as raison. Et souvent, on se dit que le Covid, il va y avoir beaucoup de casse et beaucoup de startups vont collapser. Alors, c'est vrai pour celles qui sont mal financées, malheureusement. Mais par contre, celles qui ont réussi à passer 2-3 caps dans le financement et qui ont réussi à prouver beaucoup de choses, dont notamment la viabilité du modèle d'affaires, elles vont finalement avoir la capacité de se recapitaliser. L'intégration, la fusion-acquisition ou M&A, ça dépend de quelle langue on veut se placer, ça a été en effet une tactique qui a été utilisée par beaucoup de grands groupes ou même de PME un peu solides sur le bassin. Mais ça pose toujours un peu un enjeu d'arriver avec une structure qui a sa propre manière de faire et qui est très digitale, très agile, avec quelque chose d'un peu moins agile. Il faut quand même trouver le bon adaptateur pour se brancher sur la prise. Sinon, à un moment donné, on ne se trouve plus. Et c'est pour ça que l'internalisation de cette réflexion-là, peut-être qu'elle va arriver qu'à un certain niveau, en disant « Ok, on sait maintenant un peu mieux ce qu'on veut, et là, c'est plus propice
à faire une acquisition. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des acquisitions. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas penser que l'acquisition résout tous les soucis. Par exemple, sans dévoiler de non plus aucun secret, Havas a fait beaucoup d'acquisitions de sociétés technologiques dans le passé et elles avaient de la peine à se pluguer sur les agences créatives dans les pays. Si l'agence créative était très forte, l'agence technologique n'existait jamais. Et à l'inverse, si l'agence technologique était très forte, l'agence créative n'existait pas. C'est aussi pour ça qu'on m'a confié comme mandat, il y a 3 ans, maintenant 4 ans, de créer la première agence technologique d'Havas, mais from scratch, pour pouvoir infuser les processus de la communication du marketing dès les prémices de la démarche technologique, pour avoir la bonne prise et le bon adaptateur. Et c'est aussi sur cette expérience-là que je bâtis mes actions et mon discours pour les PME. Merci beaucoup, Damien. Ex digital ou digital, on va la faire à la francophone. Merci beaucoup pour d'avoir fait preuve de patience et puis d'avoir échangé cette demi-heure décalée. On va te donner rendez-vous dans quelques mois, ça sera l'occasion de refaire le point sur ce, j'allais dire transformation digitale, accélération digitale. Et sur ce prochain semestre, voir à la fin du prochain semestre, qu'est-ce qui se sera passé. Voilà, exactement, de faire un état des lieux pour parler dans quelques mois de ce qui sera passé. On va te laisser retourner travailler. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage et on te dit bien évidemment à très très bientôt. Au revoir Damien. Merci à vous. Merci beaucoup Damien et sorry pour le retard. Voilà Victoria, il est temps de finir ce live un peu particulier puisqu'effectivement il était en retard parce qu'il y a eu en plus quelques petits soucis techniques. Mais voilà, la bande passante jurassienne a priori... Alors, très intéressant. Oui, voilà. On est obligé de revenir voir Damien, donc ça sera pas des paroles en l'air pour cette invitation qu'on vient de lui lancer. On se voit demain. C'est sûr, promis, sans faute, à 15h. Voilà, donc la pub qui va suivre, le panneau qui vous indique que demain on se voit à 15h est bien réel, bien concret. Merci encore pour celles et ceux qui sont venus nous voir et merci celles et ceux qui prennent le temps de nous partager sur LinkedIn, de nous mettre des petits messages. Et on va continuer cette dernière semaine avant la pause estivale avec un rendez-vous demain à 15h. Voilà. Parfait. Merci. Portez-vous bien. À demain. Au revoir.